entre les deux, bonsoir. Des applaudissements des vrais, bonsoir et bienvenue à Taratata. Je suis Nagui, mais en plus jeune, et j'éteins le jingle. Comme ça, oui, bien sûr. Et je n'anime pas vraiment les Taratata, mais les Babor Live Show. Alors, qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va écouter de la musique, hein, ensemble. On va bavarder et en même temps écouter des gens tout en buvant des coups. En fait, c'est un concert, mais avec des gens bavards et des caméras. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, je sais, vous allez me dire, normalement, un concert, on va au Zénith, on mange un hot dog en écoutant Sardou et on ferme sa gueule. Bon, voilà. Déjà, si vous dites ça, bon appétit, hein, pour le hot dog. Mais je crois que vous n'avez pas trop compris le concept de la soirée. Là, c'est une soirée un peu différente, un peu alternative. C'est une soirée où vraiment politiquement on est cohérent. On fait une soirée où quand on parle de la question des places des femmes sur scène, on invite pour en parler une personne qui est une reine. Voilà, bien sûr. Et non pas Michel. Écoutez, voilà, c'est moi qui vais animer la soirée ce soir, puisque Swan Périssé n'était pas dispo, que Léna Mafouf, elle demandait un canapé immense qui rentrait pas du tout dans la salle. Philippe Poutou, il était bloqué avec ses livres, donc bref, c'est tombé sur moi. Et je suis ravi, vous allez voir, d'animer cette soirée Babor avec vous. Babor, qu'est-ce que c'est? C'est une association pleine de gens très heureux, comme vous pouvez le voir, hein, pleine de joie, et qui promeut des valeurs politiques dans la musique. Qui veut en tout cas faire un label de qualité lancé par des producteurs et des productrices de musique qui souhaitent travailler autrement. Alors autrement comment? Déjà en jogging et pas en costard-cravate comme vous le voyez. Et puis ce soir, en l'occurrence, on va accompagner la soirée avec un petit talk sur l'égalité ce soir. Vous savez, l'égalité, c'est ce truc-là qu'il y a sur les frontons des mairies. Et comme disait Sarkozy, de l'égalité, il en faut, mais pas trop, sinon ça s'appelle le communisme. Alors, c'est faux, il n'a pas dit ça, mais là où il est, il ne peut pas commenter, donc de toute façon... Bon, je crois que vous êtes prêtes pour le quiz. C'est parti, jingle quiz. Babor Live Show, du talk et du live. Alors, c'est parti, on va beaucoup moins rigoler. Quel est le pourcentage de femmes programmées dans les 25 festivals les plus fréquentés en France en 2025 ? Alors, il y avait un indice dans la question pour info. 25, excellent 25% de femmes programmées dans les festivals les plus fréquentés en 2025. Et alors attention, quel est le festival qui n'a que 3% de femmes programmées ? Tout le monde avait la réponse, c'était le Hellfest, oui. On applaudit bien fort le Hellfest? Non, bien sûr que non, on les applaudit pas, bien sûr que non. Alors, rassurons-nous, pour ces histoires d'inégalité, ça doit être uniquement les gros festivals. Donc, si on prend 20 000 artistes programmés, combien il y a de femmes, vous pensez, dans les artistes programmés, dans les 20 000 artistes en France? Réponse 1, 1. Réponse 2, 17. Réponse 3, 93. Et oui, la bonne réponse, c'est 17% de femmes programmées sur les 20 000 artistes programmés. Alors, on se rassure, elles sont sûrement mieux payées que les hommes, bien sûr. Et voilà, non, vous avez la réponse. La réponse est en effet non. On le sait, sur 10 000 artistes les mieux rémunérés. À votre avis, combien de pourcentage de femmes sont les mieux rémunérées ? 14%, figurez-vous, des femmes sont... Enfin non, pas... vous ne comprenez rien. Je m'exprime mal. 14% des 10 000 artistes les mieux rémunérés sont des femmes. Voilà. Donc même dans les privilèges, elles en ont moins. Alors, on passe à la catégorie métier artistique. Quel métier artistique dans la musique est le plus féminin en France? Réponse A, interprète, chanteuse. Réponse B, choriste. Réponse C, DJ. Eh bien, c'était choriste, bravo, excellent. Vous avez gagné un badge de sensibilisation. On continue. Quelle discipline musicale est la plus fermée aux femmes en France? Réponse A, la variété. Réponse B, le jazz. Réponse C, les musiques électroniques.
Eh bien non, ce n'est pas le jazz, c'était les musiques électroniques. Ouais, on applaudit le jazz et la variété, hein, qui font un tout petit peu plus d'efforts finalement. Alors attention, c'est une question beaucoup plus complexe. Jusqu'ici, c'était très facile. Je vais vous demander de vous concentrer un petit peu. Notamment toi, Michel, oui. Alors, quel engagement ont signé plusieurs festivals français pour améliorer la parité? Réponse A. L'appel de Douarnenez, intitulé Des meufs sur scène et bien payées, qui engage les festivals à payer les artistes femmes 25% de plus. C'est la réponse 1. La réponse B. La charte Key Change en 2017, qui est une initiative européenne pour atteindre 50% d'artistes femmes d'ici 2025. La réponse C. La convention On vous a assez entendu les mecs, qui propose de rattraper le retard en programmant 75% de femmes dans les événements culturels. C'est la réponse C qui semble vous plaire. Et la réponse D, la pétition Osons la parité, pour l'obligation de la parité culturelle dans les événements culturels. Jingle. Réfléchissez. Oh, c'est pas le bon. La D, vous pensez que c'est la pétition Osons la parité? Eh bien non, c'est pas ça. Et oui, c'est la réponse B, la charte Key Change en 2017. Oui. Donc voilà, les festivals comme vous pouvez applaudir, les transmusicales ou Mama qui ont rejoint le programme Key Change qui vise la parité dans les programmations d'ici 2025. On est en... Ben non, on est en 2025, voilà, et ça n'a pas marché. Donc je pense qu'il y a un sujet, finalement, il y a un sujet, et c'est justement pour ça qu'on est là ce soir, pour pouvoir en parler. On va en parler dans ce talk qui s'appelle « Femmes sur scène, faut-il des super pouvoirs ?» Et on accueille deux personnes super, j'appelle Saïdi et Lauriane qui vont nous en parler. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Babor, le talk. Vous avez vu, ils sont on fire! Eh bien, bienvenue à vous, Saïdi. Tu es chanteuse dans Violence Saïdi Mode. Je le prononce bien, je crois. Oui, c'est ça. Merci. Et Lauriane, tu es coprésidente de l'association Dr Larsen, qui n'est pas une association liée aux troubles auditifs. Je ne crois pas. Mais tu vas nous expliquer, donc déjà, peut-être que tu peux commencer par nous dire qui tu es et quel regard tu poses sur la question de la place des femmes sur scène. Est-ce que c'est la merde? Est-ce que ça avance? Ou les deux? Ok. Ouais, ça commence fort, vraiment. Ça commence fort. Donc, comme tu l'as dit, moi, je suis en fait coprésidente bénévole de l'association Dr Larsen, qui est une association située à Bègles, qui a un pôle de musique, enfin d'école de musique actuelle et de danse, un pôle de studio répétition et un pôle d'action culturelle de proximité sur les quartiers, voilà. Au sein de cette association, on a développé un dispositif qui s'appelle Fais pas genre et on travaille avec l'équipe et avec une équipe de bénévoles sur cette question-là de la place des femmes et des minorités de genre dans les musiques actuelles. Et alors après, pour répondre à ta question, je dirais que c'est la merde, plutôt encore. Voilà, les chiffres que tu as annoncés tout à l'heure le prouvent, on est encore loin de la parité. Mais il y a eu une première étape effectivement qui est au moins la prise de conscience et la réalisation de plusieurs études par le CNM ou par d'autres structures qui ont permis en tout cas que les acteurs de ce secteur-là se disent que ça mérite qu'on s'en occupe, qu'on essaie de comprendre ce qui se joue et surtout qu'on essaie de trouver des solutions donc, qui peuvent passer par des chartes ou ce genre de choses. Donc voilà, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. Saïdi, alors, ça avance, c'est la merde, les deux? Je dirais les deux, mais ouais, même quand on dit que c'est mieux, ça veut dire que c'est quand même la merde, et du coup, ça l'est encore un peu. Oui, pareil, je pense que ça rentre un peu plus dans les consciences, donc c'est une bonne chose. Mais il y en a pour qui c'est pas du tout quelque chose d'important. Et du coup, c'est ça qui crée l'écart, quoi, au final. Donc c'est un peu mieux. Il y a des gens qui prennent en compte les minorités, tout simplement, et la parité. Mais j'aimerais bien voir une plus grande évolution.
il y a encore un peu de chemin. Alors, c'est quoi les freins en fait? Qu'est-ce qui empêche cette présence des femmes sur scène? Comment, toi, en tant qu'artiste, tu as un regard là-dessus particulier, toi aussi, en tant que militante? Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme finalement de militante. Et voilà, c'est quoi qui crée les freins en fait à cette présence voilà. Est-ce que Hem, un frein, enfin, du coup, moi, je dirais que c'est surtout, le sentiment d'infériorité plus et de pas se sentir légitime, parce que c'est une chose de vouloir explorer la musique, mais c'est une autre chose de sentir légitime, d'en faire. Et je pense que, du coup, pour les femmes et pour les minorités de genre, c'est toujours un peu compliqué parce que, du coup, bah, c'est, bah, les hommes qui prennent, plus de place là-dessus et même si on essaye, il y a souvent des gens qui nous font comprendre que, on sera jamais à la hauteur, ou alors qu'il faut le prouver, qu'on est soit mieux ou soit pareil, quoi, au final. Du coup, je pense que ça, c'est un énorme frein, dans la musique. Voilà. Et le sentiment d'illégitimité, toi, tu as réussi du coup à le combattre, puisque tu es chanteuse, etc. Mais c'est quelque chose que tu as pu sentir ou que tu sens aussi auprès d'autres artistes, ce sentiment d'illégitimité-là? Oui, oui. Oui, oui, grave. Et moi, j'ai pu le combattre. Je l'ai encore en soi, ça m'arrive encore, enfin, c'est normal, je pense. Mais je me dis que, bah, j'essaie de me rassurer en me disant que, bah, ce qu'on fait a l'air de plaire et que moi, j'aime bien et que ça m'amuse et que, bah, j'ai envie de faire ça, donc pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire si c'est quelque chose que j'aime? Enfin, c'est un peu bateau, mais donc juste, je me force et je fake it, till I make it. Et Et franchement, ça on a peut l'air de t'applaudir pour fonctionner. ça. Parce que non seulement tu fais des concerts, mais tu fais aussi des débats et des discussions devant des gens et tout. Donc, merci de ça. Ouais, merci. C'est quelque chose qui te parle, le sentiment d'illégitimité? Vous êtes confronté à ça aussi? Oui, mais c'est vrai que nous, on a du coup rencontré, interviewé pas mal d'artistes, et c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent, cette question-là de la légitimité, et qui intervient un petit peu à tous les niveaux du parcours. C'est vrai qu'au départ, on s'était posé la question justement de pourquoi les femmes disparaissent, parce que tu as donné des chiffres tout à l'heure. Nous, c'est ce qui nous a fait prendre en main cette question-là à l'Arsène, puisque au niveau de l'école, on a autant de filles, de femmes que de garçons et d'hommes, ce qui fait qu'on sait que en termes d'apprentissage, il n'y a pas de... Le genre ne joue pas. Tout le monde a envie de faire de la musique, et c'est effectivement après au niveau des studios de répétition que les femmes ont complètement disparu, et on passe de 56% d'apprenantes au niveau de l'école à 19% de femmes qui viennent concrètement répéter. Donc on s'est effectivement demandé pourquoi. Et je pense qu'il y a globalement beaucoup de choses qui jouent. On sait que la manière dont on va éduquer aussi les petites filles et les petits garçons, autoriser certains à faire du bruit et d'autres moins, à être plus calmes, à être plus gentils, à être plus douces. La façon dont on va les orienter aussi, puisque la musique est extrêmement genrée, le choix des instruments peuvent être très genrés. On va retrouver beaucoup des filles sur le chant, comme tu disais, des choristes, des chanteuses, sur du piano, sur ce genre de choses. Ça va peut-être être plus compliqué pour des filles de s'assumer sur de la batterie, sur de la guitare. Et puis après, effectivement, il y a tout ce regard que va porter la société, où on va demander plus aux filles de lâcher peut-être cette activité-là quand elles ont des études à poursuivre. On va leur demander de lâcher cette activité quand elles ont des enfants à élever. Ça fait partie des témoignages qu'on a reçus, où il y a même la maman d'une musicienne qui lui disait que c'était outrageant qu'elle abandonne ses enfants avec leur père pour aller répéter. Je ne suis pas sûre qu'on aurait dit ça à un musicien. Donc voilà, donc je pense que collectivement, il y a ce regard-là qu'on porte sur les femmes en général, dans la musique, mais dans d'autres secteurs. Et puis effectivement, comme tu le disais, c'est ça, c'est aussi d'avoir des musiciennes où il y a toujours un mec pour venir les aider à porter leur ampli, pour venir régler leurs enceintes et leur expliquer comment on fait un solo. Et finalement, c'est un peu un combat permanent pour ces femmes de dire qu'elles sont capables, de dire qu'elles font aussi bien que les mecs.
Mais effectivement, tous ces obstacles mis bout à bout font qu'au bout d'un moment, elles vont être plus enclins à lâcher l'affaire que d'être systématiquement dans la pédagogie ou dans le voilà, et elles vont avoir plus tendance à se mettre en retrait et à se sentir illégitimes. Là où c'est pas tellement un problème qui se pose chez les gars, quoi. Et puis il y a aussi le regard qu'on va pouvoir porter sur les artistes. Où, bon, on avait parlé aussi d'une surexigence qu'on a vis-à-vis des artistes femmes, où il va y avoir des critiques qui vont être plus fortes. Est-ce que c'est quelque chose aussi auquel vous avez été confronté ou qui vous parle, cette question-là de la surexigence qu'on a vis-à-vis des femmes sur scène? Oui, carrément. Ouais, bah, pour moi, c'est, surtout, enfin, même j'y pense par rapport à aujourd'hui, quand on est venu, faire les balances, tout le monde était adorable, hein. Mais j'ai quand même ressenti ce truc de j'ai envie de montrer que je sais installer ma pédale, par exemple, de chant, des choses comme ça et d'avoir toujours peur qu'on me critique ou qu'on me demande, «Ah, donc enfin, enfin, tu quoi et qu'est-ce que tu nous as fait là?» Choses comme ça parce qu'on m'a souvent, justement par rapport, dans le contexte de Balance, on est souvent parti du principe que je savais pas forcément ce que je faisais. Et du coup, ça a été un peu insultant, mais ça reste discret. Donc c'est toujours dur, aussi de l'identifier et d'assumer que ça, c'est pas normal, que les gens nous font sentir comme ça. Du coup, oui, donc maintenant j'ai toujours, un peu ce stress-là, mais j'essaye d'avoir plus confiance en moi et de me dire: «Je sais ce que je fais, du coup ça va». Donc voilà. Ouais, et c'est le problème de l'intériorisation, c'est comment les oppressions, on a réussi à les intérioriser pour d'autant plus à nous-mêmes s'infliquer, joli lapsus, être son propre flic finalement. Merci. Mais du coup, c'est la merde. C'est la merde au niveau des chiffres, au niveau des ressentis, au niveau des études. C'est quoi les leviers finalement, transition levier finalement? Comment on peut faire en sorte que cette situation elle évolue et qu'est-ce qui a permis déjà des évolutions dans ta pratique, mais aussi avec l'association? Quels sont les leviers finalement? Alors, en termes de levier, il y a effectivement pour que les femmes se sentent plus légitimes, il y a plusieurs moyens d'action. À l'Arsène, ça a passé par le fait de donner des références. C'est pour ça qu'on a créé une expo, d'ailleurs, là, qui est présente dans la salle, qui permettait de remettre en lumière des artistes féminines qui sont méconnues, oubliées, ou en tout cas qu'on ne met pas autant en avant peut-être que leurs homologues masculins, et qui pourtant, pour certaines, ont été précurseuses dans leur domaine. Voilà, donc il y a cette idée d'avoir des références et de montrer aux femmes qu'elles sont tout autant capables et qu'il y en a qui font aussi bien et qui occupent la scène. Il y a la création d'ateliers en non-mixité. Donc, dans une précédente émission, vous avez abordé les safe places, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, à tous les niveaux, que ce soit l'apprentissage, à Jam ou ailleurs, le fait de se retrouver entre minorités de genre, ça crée effectivement un espace sécure et ça permet de gagner en confiance en soi, d'être plus armé après pour aller justement rejouer sur des groupes mixtes ou dans des salles, etc. Et d'être confronté à ces regards-là, à ces jugements ou à ces postures, voilà, se sentir plus... Je trouve pas mes mots. Oui, mais c'est ça, en tout cas, se sentir empouvoiré, finalement. Empouvoiré, voilà, c'était ça que je cherchais. Oui, je le connais, ce mot. Empouvoiré. Et puis, c'est aussi parce que, de fait, le problème vient de tellement loin, puisqu'il y a la question de comment on se motive à faire des répétitions, à créer un groupe. Ça commence dès très jeune. Et du coup, c'est tout ce travail de sensibilisation ou de création des groupes ou des répétitions. Se sentir légitime, c'est dès l'adolescence, dès la jeunesse. Enfin, c'est ça. Vous avez eu... Oui, c'est ça. Nous, on a effectivement mené des ateliers en non-mixité dans un lycée, ce qui a permis à des jeunes filles de travailler pendant plusieurs mois. Ça a abouti à la création d'un groupe, Dare to Escape, qui tourne maintenant et qui justement ont été remarqués par d'autres lycéennes sur scène qui ont eu envie de faire la même chose. Sauf que nous, on n'avait plus ces ateliers-là en lycée et elles ont tellement eu envie de reproduire ça.
elles avaient des exemples, du coup elles avaient des modèles, et elles ont répondu à un appel à projet de la mairie, qu'elles ont remporté, donc elles ont pu financer leur propre accompagnement en atelier non-mixité en faisant appel à d'autres filles qui ont rejoint leur groupe. Donc c'était un projet qui s'appelle Des bruits et des filles, et donc là aussi avec la vocation de monter leur propre groupe. Donc voilà, ça montre qu'à la fois la non-mixité, à la fois la question des références est importante pour que les filles osent et lâchent pas l'affaire, quoi. Toi, tu as commencé tôt aussi, finalement, la musique, je crois, pour le coup. Donc, c'est aussi quelque chose que tu as fait directement avec le sentiment de légitimité, avec d'autres femmes, d'autres minorités de genre, avec une association, ou c'est juste, tu as réussi comme ça à t'empouvoirer toute seule? Alors, en vrai, pendant des années, j'avais toujours voulu avoir un groupe, parce que je suis toujours allée à des concerts, tout ça, j'ai toujours été spectateur. Hem Et oui, je voulais un groupe et j'ai eu beaucoup d'amies femmes où on s'est dit: «Vas-y, on le fait et tout, on s'en bat les couilles, si on sait pas hyper bien jouer et tout, c'est pas grave». Mais au final, moi, je refusais parce que je me disais: «Mais je suis vraiment nulle, genre et que je serai jamais aussi bien que ceux que je vois, sur scène». Hem Et du coup, ça m'avait stoppée très vite. Mais ce qui m'a, aidée là pour Vaincé Mode, du coup, qui est mon premier groupe, qui est très récent en soi, c'est d'être bien entourée enfin par des bons amis qui m'ont encouragée, qui ont vu que j'en étais capable, alors que moi je savais même pas que je pouvais, genre crier. Non, je parle pas très fort. Et ouais, du coup, c'est genre être bien entouré et vraiment travailler sur l'intention et surtout genre s'en foutre. Ouais. Ça m'a beaucoup aidée et du coup, c'est mon alter ego, qui m'aide. Trop bien. Et donc s'autoriser à faire des erreurs, en fait, de pouvoir progresser, c'est pas possible de progresser si on se permet pas d'abord d'apprendre et de faire avec des gens et tout. Est-ce qu'il y a donc, puisqu'il y a cette prise de conscience aussi parfois institutionnelle, il y a des dispositifs ou des choses qui existent pour pouvoir accompagner ouais, des personnes qui ont envie de professionnaliser, parce que c'est aussi cette problématique-là. Ouais, il y a pas mal de collectifs qui. Je sais pas si on t'entend bien, puisque tu as coupé le micro, ce qui est un symbole terrible finalement, parce que le mien n'est pas coupé. Alors je te le donne, ce qui est un beau symbole aussi. Merci. Oui, il y a pas mal de dispositifs qui accompagnent sous des formes diverses. Alors, il y a des collectifs, hein, par exemple, c'est vrai que par exemple, dans le milieu du rap, il y a Médusine, il y a Mellifera sur le jazz et les musiques improvisées. Enfin, oui, il y a plein d'initiatives aussi qui se passent un peu partout. Donc, il y a Salut les Iquettes aussi qui mène des ateliers en non-mixité pour des femmes qui ne connaissent pas du tout la musique et qui, en un atelier, vont pouvoir commencer vraiment à jouer des morceaux. Donc il y a vraiment plein de choses qui existent et qui permettent aux femmes d'être accompagnées. Il y avait Peaches and Witches aussi pendant un temps sur Bordeaux, pareil, sur de la sororité, de l'accompagnement et les minorités de genre. Donc oui, il y a plein de choses et vous pouvez facilement vous renseigner et trouver un dispositif Un pour vous accompagner. documentaire aussi Alors, il y a un documentaire hyper intéressant qui est en 3 volets, qui s'appelle La cantatrice chaume et qui effectivement aborde cette question-là de la place des femmes. Donc, avec un premier volet qui montre la place des femmes musiciennes, justement sur scène. Il y a un deuxième volet qui traite plutôt de la place des femmes au niveau de la technique en régie, parce que dans les chiffres aussi, les femmes, elles sont 2% à la technique. Et il y a un troisième volet qui parle des femmes plutôt au niveau des directions, de la diffusion, de la programmation. Et là, elles sont pas très nombreuses non plus. Je crois que c'est autour de 12%. Donc voilà, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de voir ce documentaire, il est très intéressant. La cantatrice chaume, alors on Ouais. note. Oui, parce qu'il y a la question des lieux aussi, des programmateurs et programmatrices qui programment ou pas des femmes, et puis aussi de la régie, des techniciennes. Je ne sais pas si tu as déjà été accueilli par uniquement des régisseuses, mais il y a aussi cette problématique-là de comment on peut se sentir dans un espace plus safe ou faciliter cette question-là quand on est accueilli par certaines équipes, en fait, finalement. Je pense que ça change pas mal de choses. Oui, J'imagine. j'avoue, c'est ma réponse. Oui, carrément, parce que déjà,
quand on est accueilli, souvent un truc qui est assez commun, c'est que ils vont checker les gars et me faire la bise. Et je suis là, bon, on aurait pu me checker aussi. Je voulais pas forcément être aussi proche des visages des gens. Et déjà, oui, du coup, il y a des problèmes dans comment on est traité indirectement, quoi. Et c'est vrai que quand c'est des personnes à la technique et au son et tout qui sont des femmes en vrai, enfin moi ça m'est arrivé à un concert il me semble à Clermont-Ferrand, c'était un collectif féministe et c'était vraiment assez rassurant. Enfin c'était juste normal et chill et j'avais pas les pensées parasites forcément de légitimité, c'était un peu plus chill, et parce que du coup, j'étais moins dans la crainte quoi que qu'on me dise quelque chose de déplacé ou qu'on me mette mal à l'aise ou juste, qu'on soit chiant. Voilà. On en a parlé un petit peu. Le problème, c'est de former, de sensibiliser. La tâche est quand même assez énorme et ça demande de la thune, finalement. C'est quelque chose. Vous roulez sur l'or, Dr Larsen, j'imagine. Carrément. Comment vous vivez ces questions-là? Vous réussissez à en fait investir sur ces questions-là en particulier? Est-ce que vous sentez que ça évolue aussi et qu'il y a des... Non, j'imagine que c'est la merde aussi. Hein. Ouais. Non, il n'y a pas de recette financière magique de ce côté-là. C'est vrai que l'égalité, pendant un temps, les politiques publiques s'en sont emparées. Donc, on a pu, nous, faire financer justement les ateliers dans les lycées, etc. Mais on connaît tous le contexte politique actuelle et tous les financements sont en baisse. Mais oui, cet accompagnement-là des femmes dans la musique, ça demande de toute façon du temps, de l'énergie, des compétences en face et donc potentiellement de l'argent, mais on en manque, quel que soit le sujet d'ailleurs. Oui, du coup, c'est important de se rendre compte que ça a pu exister à un moment, une volonté politique et financière, quoi, et que c'est en train de redescendre là. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez avec l'association. C'est peut-être important de nommer ce qu'on appelle le capitalisme, finalement, le libéralisme, et un certain gouvernement. Enfin, on ne sait pas quel gouvernement il y aura quand cette émission sera diffusée, mais j'imagine qu'il ne fera pas de la place des femmes sur scène une politique prioritaire. Est-ce que, oui, la question de safe place et de la non-mixité, c'est des choses aussi qui vous parlent plus globalement comme outil? Comment ça fait écho pour vous dans vos pratiques, finalement? En soi, moi, j'ai jamais eu vraiment d'expérience de groupe avec l'option de non-mixité. Mais je fais partie d'une asso qui s'appelle Meuf, une asso féministe intersexuelle et étudiante. Et justement, je me posais la question de faire des groupes de discussion, des groupes de parole en non-mixité choisie. Parce que du coup, ça met beaucoup de personnes plus à l'aise. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport aux craintes qu'on nous fasse des remarques, du coup, ça peut un peu plus s'effacer. Et du coup, oui, ça crée un espace plus, plus sécurisant. Et si vous aviez peut-être un dernier mot à dire aux millions de followers qui vont nous suivre finalement et qui vont regarder cette vidéo, il y a peut-être des professionnels de la musique ou des gens qui écoutent de la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut leur dire sur cette question? Est-ce qu'il faut avoir des super pouvoirs finalement pour être une femme sur scène? Des super pouvoirs, je ne sais pas. En tout cas, il faut avoir une super motivation à l'heure actuelle pour pas lâcher, ça c'est sûr. Et mais oui, il faut dire à toutes les filles et femmes et nanas et autres minorités de genre de pas lâcher. Si elles ont envie de le faire, elles sont aussi compétentes que n'importe qui. Et donc, faut oser, faut réussir à passer outre justement les regards, l'autocensure, etc. Mais il n'y a aucune raison pour qu'elles n'aient pas leur place dessus. Sur scène, voilà, et aux programmateurs, etc. Il faut absolument passer par des quotas, par de la discrimination positive. Il faut qu'on arrive à une parité sur scène pour que s'enclenche un cercle vertueux, pour qu'il y ait justement des modèles, pour que les femmes se sentent à leur place, qu'elles aient l'impression d'avoir le droit de pouvoir accéder à ça et que on en est de plus en plus et qu'un jour on arrive à une parité sans avoir besoin justement
de mettre des quotas ou d'y penser, en fait, que ce soit juste normal, naturel et logique. Mais eux, ils ont changé aussi à ce niveau-là quand même. Enfin, on parlait est-ce qu'ils ont des arguments de mauvaise foi. Enfin, qu'est-ce qui fait que, au-delà du manque de musiciennes ou du manque de pratiques professionnelles, est-ce qu'il y a aussi de leur côté, il y a pas que des programmateurs du Hellfest, quoi. Il y a, j'imagine, des gens qui essayent au maximum d'atteindre cette parité. Vous le ressentez ça ou... En tout cas, on en parle. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas si simple, non pas qu'il n'y ait pas de musiciennes, mais de fait, il y en a moins vu qu'elles ont moins osé, vu qu'on leur a moins laissé leur place, etc. Nous, on voit ça aussi quand on recrute, par exemple, des professeurs ou des intervenants. On a envie d'avoir une parité d'intervenants hommes-femmes, et c'est très compliqué parce que quand on recherche des femmes profs de guitare, dans la place, il y en a très très peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a un manque qui fait que c'est compliqué d'arriver à une parité parfaite. On le voit aussi quand on construit des répertoires de musique pour l'école, c'est compliqué d'avoir autant de morceaux avec des groupes 100% féminins. Aujourd'hui, on en manque. Mais justement, il faut que la dynamique s'enclenche et qu'on puisse un jour avoir autant de groupes majoritairement féminins ou de minorités de genre que de groupes majoritairement masculins. Il faut qu'on y arrive. Et ça va passer certainement par des quotas, par plein de choses. Et au bout d'un moment, si tout va bien, si tout le monde ose, si tout le monde arrête de rappeler aussi à des femmes qu'elles sont des femmes, tout le temps, quoi qu'elles fassent, et notamment quand elles font de la musique, il y a toujours, que ce soit en bien ou en mal, on va leur rappeler qu'elles sont des meufs, alors que parfois elles ont juste envie qu'on les juge sur leurs compétences. Voilà, si tout va bien, on devrait pouvoir y arriver, ça prendra du temps. Par contre, même si tu as donné un chiffre tout à l'heure qui était de 25% de femmes dans les festivals en 2025, et tu vois, les chiffres du CNM étaient de 14% en 2019, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu du progrès en 6 ans, donc on peut espérer que ça continue. Et toi, est-ce que dans ta musique, c'est justement quelque chose que tu fais exister dans tes paroles, ou c'est juste ne serait-ce qu'être sur scène et dans ta musique? Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve? Un peu des deux, je pense. Ouais, il y a quand je suis sur scène et l'intention que j'ai en chantant, où je me permets d'être vénère. Et c'est trop fun en vrai. C'est trop... c'est un défouloir, quoi. Ça fait du bien. C'est mon petit workout de la semaine, quoi. Et émotionnel. Et aussi, du coup, oui, dans mes paroles, je me permets plus d'écrire sur des trucs qui m'énervent. Et ça fait du bien aussi. Donc voilà. Enfin, là, en ce moment, j'ai plus écrit sur les masculinistes et la misogynie ambivalente. Ouais. Ouh, la misogynie. Eh ben, je crois qu'on va écouter ça, justement. Merci beaucoup. On peut les applaudir très fort, s'il vous plaît, d'avoir mis en place ce show de Dr Larsen en personne, ou plutôt Lauriane. Donc Lauriane, coprésidente du Dr Larsen. Saïdi qui va nous jouer Violent Saïdi Mode, je crois. Vous pouvez les applaudir très fort. Le concert, c'est maintenant. C'est le Babor Live Show. C'est avec vous. On vous invite à profiter de ce concert avec toute la rage qu'on veut et que vous avez aujourd'hui. Violent Saïdi Mode, c'est tout de suite maintenant. Babor, le live.
Jeremy? What a shitty name. I wish I could just insult him. I wish I could just insult him in a stupid little rich fucking fuck's face. Fuck you! Allez le voir. Alors, la prochaine chanson s'appelle Incelcore. C'est une chanson et c'est aussi le titre de l'EP qu'on va sortir le 14 novembre. Donc ça va être chouette. Rapprochez-vous si vous voulez. Voilà, c'est super. Looking is not
hates the freaks! God hates the freaks! God hates the fucking freaks! Someone! Help me! Someone! Help me! Someone! Help me! Someone! Something from the abyss to destroy your fucking soul. Bow down, bitch, I'm the devil. Are you fucking parasite? What the fuck you gonna do next time? They wanna find me. Don't wanna put myself at risk. You like watching people in a gutter. Your desire is in the man. In a gutter, all that you respect that man. In a gutter, next time, oh, what's your hope?
where shadows and light both stood. As he grew into his teenage years, he longed for change beyond his fears. Leaving home from a distant town, somewhere bigger, somewhere renowned. Yet satisfaction elude him still. Inside his heart, an unfulfilled thrill. He listened quietly, never spoke out. Taught to be kind yet filled with doubt. One day, he ventured beyond his nest to find a place where he could express. In a bustling town he wandered wide, overwhelmed by the crowd's tide. But hungry and lost, he saw the shops with prices soaring like mountaintops. Desperate for food, he chose to steal a secret stash hidden with zeal. Caught by him as he tried to leave. "Where's the queen?" he asked in disbelief. "I'm not from here," Bunny replied in haste, anxious and angry, feeling misplaced. Grumpy and tired, he stomped back home, realizing perhaps he was never alone. Alone, 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 alone! He's never alone, 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 he's never alone! Mr. Bunny went walking by the bridge. He took the wrong route and found himself in an undiscovered path. He thought he was alone, but soon heard a voice, a distant squeaky and eerie voice. The air was grey and as fear began to take over, he could perceive a hazy bubble of orange. Then the bubble took shape and, "Almighty," said Mr. Bunny, "that's a fox!" He was actually never alone. Mr. Bunny started running, but the fox squawked him, don't be scared, I'm Mr. Fox, I won't eat you!" A curious declaration from a potential threat. Mr. Bunny turned around and shook his hand. They became best friends with no one around and they were never alone. Alone, 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 alone! Qui aime bien crier, qui veut essayer de crier. Est-ce que j'ai un volontaire, une volontaire? Ah! Allez! Trop bien. Quelqu'un d'autre? Allez, viens. Super! Allez! Je vais vous voir danser. La prochaine, c'est Time Wouldn't Tell. Time wouldn't tell for the ones who started to fail to end, for the ones who stayed real.
C'est une toute nouvelle. La prochaine s'appelle Bully. On l'a jamais joué. chansons. Et plus, on verra. La prochaine n'a pas encore de nom. On l'a surnommée Court Efficace. Attachez.
Merci. On va prendre le temps de boire. Alors, la prochaine n'a pas de nom non plus. Du coup, on l'a appelée Popcore pour l'instant. Tu t'amuses bien ou quoi? If I could see you again,
Merci beaucoup. On s'appelait Violet Sadie Road. Merci beaucoup à Babar et à Silence pour ce soir. C'était trop fun. Et le concept est génial, donc j'ai trop hâte de voir d'autres events comme ça. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde au son et à la technique. Merci. À toutes.